Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui manquent de conviction en ce début de semaine, on va le dire comme ça. Hier était un jour férié, même si les marchés étaient ouverts. Un jour qui a marqué une absence de volume quand même sur les marchés européens notamment. Et on reste très très prudent à ce stade avec un CAC 40 qui tourne autour des 6500 points à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant détaillées par Alix Nguyen. Du côté de l'agenda de la semaine, évidemment, ce sera une semaine importante sur le front des politiques monétaires. On a déjà vu une première surprise ce matin avec la Banque Royale d'Australie qui a alors augmenter ses taux, c'est ce qui était prévu, mais plus que ce que le marché attendait. Les économistes attendaient une hausse de 35 points de base. C'est finalement une hausse de 50 points de base qui a été délivrée par la Banque d'Australie ce matin. Et nous suivrons évidemment la décision de la Banque Centrale Européenne ce jeudi à Francfort. Le marché attend une communication encore plus précise sur une première hausse de taux qui devrait normalement intervenir le 21 juillet prochain. Mais encore une fois, personne n'est à l'abri d'une surprise aujourd'hui quand il s'agit de politique monétaire avec une inflation, rappelons-le, qui a franchi le seuil des 8% en zone euro sur un an, puisque sur la marque du mois de mai, en première estimation, l'inflation est ressortie à 8,1% en zone euro. Nous évoquerons le cas de la BCE et de la zone euro dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Et puis côté américain, ce sera là aussi la question de la semaine. Est-ce que l'inflation a déjà atteint son pic ? On aura un nouveau rapport sur l'inflation aux États-Unis en fin de semaine pour le mois de mai. Les économistes attendent effectivement un chiffre stable d'un mois sur l'autre. On verra ce qu'il en est. Et du côté des marchés, nous parlerons du marché américain spécifiquement avec Eric Lafrenière qui sera avec nous en plateau, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion. Des marchés effectivement qui évoluent sans grande conviction à mi-séance et une tendance négative en Europe. Les infos clés avec Alix Nguyen. Les principales bourses européennes, dont le CAC, reculent. La remontée des rendements obligataires incite à la prudence, alors que d'importants rendez-vous économiques et monétaires se profilent. La BCE se réunit jeudi, suivi de la Fed la semaine prochaine. Vendredi seront publiés les chiffres mensuels des prix à la consommation aux États-Unis. En Europe, le principal indicateur économique du jour est décevant. Les commandes à l'industrie allemande affichent une baisse de 2,7% en avril. Il s'agit de leur troisième recul consécutif. On remarque qu'à Londres, le repli se fait plus limité grâce à la baisse de la livre sterling ou la conséquence du vote de confiance plus serré qu'anticipé des députés conservateurs britanniques pour le Premier ministre Boris Johnson. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se maintient au-dessus des 3%, niveau franchi lundi pour la première fois depuis près d'un mois. Sur le plan des banques centrales, celle d'Australie a relevé son principal taux d'intérêt d'un demi-point, soit une hausse plus forte qu'anticipée. L'institution a aussi prévenu qu'elle devrait poursuivre le resserrement de sa politique monétaire dans les mois à venir afin de juguler l'inflation. S'agissant des actions, les baisses les plus significatives se trouvent du côté des valeurs technologiques sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt. L'indice Stoxx affilié recule nettement. À Paris, Dassault Systèmes chute après l'abaissement de la recommandation de Jefferies à sous-performance. La banque américaine doute de la capacité de la société à tenir ses objectifs dans le cloud sans recourir à des opérations de croissance externe. Et puis à l'inverse, Valeo progresse. Valeo Siemens e-Automotive, la co-entreprise entre l'équipementier automobile français et l'industriel allemand, annonce avoir dépassé son objectif de 4 milliards d'euros de prise de commande sur la période 2021-2022. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. C'est une semaine de réunion pour le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne avec une décision attendue jeudi en début d'après-midi et une pression qui ne fait que s'accroître sur les épaules de la Banque Centrale Européenne. Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour évoquer le cas européen à quelques jours de cette réunion, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Que dire à ce stade du tableau de bord que regarde la Banque Centrale Européenne ? On a eu notamment
notamment une première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de mai, publiée la semaine dernière. Derrière le chiffre global de 8,1%, on comprend que la pression reste très très forte sur les épaules de la Banque centrale européenne, avec une inflation qui n'est pas prête de s'arrêter sans doute, Juliette. Oui, tout à fait. Ça fait maintenant de nombreux mois que l'inflation surprend systématiquement à la hausse. Et ce qu'on peut voir du dernier chiffre d'inflation, c'est qu'on a encore toutes les grandes composantes qui continuent d'accélérer. C'est vrai pour l'énergie, mais aussi pour les prix alimentaires, les prix des services et les prix des biens industriels hors énergie. Et quand on regarde les prix de l'énergie, à la fois les carburants, mais aussi l'électricité, le gaz ou les prix alimentaires, on se dit que cette tendance va encore se poursuivre quelques temps. Et puis du côté des services, on pourrait aussi avoir avec la réouverture et puis l'été des prix des services qui restent aussi assez tendus. Donc pas de décélération en vue avant la fin de l'année. Et encore, il y a beaucoup d'incertitudes puisque la guerre en Ukraine, l'embargo qui a été décidé sur le pétrole, ça va aussi avoir des impacts assez forts sur l'énergie et l'alimentation. Oui, c'est-à-dire que même à travers ce qu'on appelle les éléments volatiles, les prix de l'énergie, les prix de l'alimentaire, il y avait quand même l'espoir d'une mécanique d'effet de base qui allait jouer à un moment sur les prochains mois. Cette mécanique-là, elle n'est plus évidente aujourd'hui, Juliette. Non, elle n'est pas du tout évidente. Et puis, c'est ce qu'on voit pour les prix des carburants. On a un pétrole qui reste très très cher. On voit que on a pris des mesures pour baisser les taxes ou limiter la hausse des prix des carburants. Et puis il y a eu une accalmie un temps et on est à nouveau aujourd'hui encore sur des prix qui progressent. Donc beaucoup de difficultés du côté de l'alimentation et de l'énergie. Du point de vue de la stratégie ou même de la tactique de la Banque centrale européenne, comment comprendre, vu l'urgence de la situation sur le front de l'inflation, comment comprendre que la BCE ne va pas monter ses taux sans doute cette semaine et devrait attendre 6 semaines de plus encore pour engager la normalisation de ses taux directeurs, Juliette? Alors la BCE, on voit qu'elle est quand même qu'elle tient à sa séquence qui est la fin des achats d'actifs avant la hausse des taux. Donc là, on se rapproche de la fin des achats d'actifs et on voit le premier mouvement de hausse de taux donc pour juillet. Et quand on regarde, il y a quand même eu un durcissement de ton assez fort ces dernières semaines. Et Philippe Lane, qui est plutôt un membre relativement dovish, a dit que pour lui, la séquence était claire. C'était 25 points de base dans le scénario de référence en juillet, 25 points de base en septembre, et que toute discussion serait pour un mouvement de hausse plus fort. Donc on voit que les 50 points de base sont sur la table. Et on a eu plusieurs interventions de membres du Conseil des gouverneurs la semaine dernière qui allaient en ce sens, et qui ouvraient la porte à une hausse de 50 points de base en juillet ou en septembre. Du point de vue du marché, je crois, ce matin, c'est une chance sur deux. Il y a 50% de chances dans le marché que ce soit 50 points de base le 21 juillet prochain. Avec la question de savoir jusqu'où la BCE veut-elle ou va-t-elle devoir normaliser. Parce que, encore une fois, là aussi, le discours semble s'être durci mois après mois, Juliette. Au départ, l'idée était de profiter d'une fenêtre de tir pour sortir des mesures ultra accommodantes, et notamment des taux de dépôt négatifs. Désormais, l'histoire que raconte la Banque centrale européenne semble être un peu différente. Il faut non seulement sortir des mesures ultra accommodantes, mais sans doute neutraliser la politique monétaire. Oui, tout à fait. On voit vraiment ce changement de ton et l'adoption un peu d'une rhétorique qui est proche de celle de la Fed, du retour vers le taux neutre. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent l'évaluation de ce taux neutre, mais on dit que c'est entre 1 et 2%, et que c'est, donc, on va dire, autour de 1,5%. Avec une incertitude élevée néanmoins, mais qu'on devrait revenir vers ce taux-là courant 2023.
Et je regardais les anticipations de marché, elles sont assez agressives, hein, puisque on voit des estimations de retour au taux neutre dès l'été 2023, donc un rythme de remontée de taux assez rapide pour la BCE. Si on suit cette idée-là, Juliette, qui est l'idée centrale du marché aujourd'hui, quelle peut être la course de l'économie européenne entre-temps? Est-ce qu'on est déjà dans une zone de risque, de danger important, ou est-ce qu'il ne faut pas non plus trop sous-estimer la capacité de résistance, de résilience de l'économie de la zone euro à ce stade? Alors sur 2022, on voit que déjà les estimations de croissance sont très prudentes, puisqu'on commençait l'année 2022 avec un acquis de croissance autour des 2%, donc ce qui était assez conséquent. Et quand on voit les anticipations, les prévisions de croissance maintenant pour l'année, elles sont légèrement au-dessus, donc on est déjà beaucoup plus prudent sur les capacités de l'économie européenne à croître face à la guerre en Ukraine notamment. Donc c'est sûr que sur la fin d'année 2022 et le début 2023, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'activité. Bon, on suivra ça effectivement. Les prochaines données seront importantes. La réunion de la BCE se tient ce 9 juin. La réunion décisive sera peut-être celle du 21 juillet. La normalisation monétaire en zone euro, généralement, elle a un prix, Juliette, ou en tout cas, elle peut avoir un coût. C'est celui de la fragmentation, comme on dit, le risque de divergence du coût de financement entre les États souverains de la zone euro, qui a déjà commencé à se voir d'une certaine manière, hein, quand on prend la mesure entre le coût de financement à 10 ans d'un pays comme l'Italie comparé au coût de financement à 10 ans d'un pays comme l'Allemagne ou comme la France. Là aussi, est-ce que ce risque est déjà un risque important qu'il faut traiter quand on est une banque centrale comme la BCE, ou est-ce qu'il y a encore un peu de latitude peut-être pour laisser les forces de marché s'exprimer? Alors, on voit que la Banque centrale européenne a quand même la volonté d'éviter une nouvelle crise de la zone euro, et elle a quand même réitéré cet engagement à plusieurs reprises. Hein. Quand je cite Fabio Panetta qui dit que éviter la fragmentation est un élément central de la conduite de la politique monétaire dans la zone euro. Donc on voit qu'il y a un vrai engagement. Lagarde aussi a fait des discours en ce sens, et donc il est probable, même lors de cette réunion, la BCE va réitérer le fait qu'elle est prête à adopter un nouvel instrument pour s'assurer que la politique monétaire est bien transmise dans l'ensemble de la zone euro. Alors après, la question, c'est de savoir à quel niveau elle peut intervenir. Et là-dessus, on a vu que Isabelle Schnabel avait évoqué comme référence le niveau de spread italien qu'il y avait avant, à la pandémie ou au tout début de la pandémie, qui était autour de 250 points de base. Donc c'est peut-être autour de ces niveaux-là que la BCE pourrait être un peu plus explicite sur cet outil anti-fragmentation. Ce qu'il faut dire, c'est que la Banque centrale européenne et la Banque d'Italie ont été des très gros acheteurs de dette italienne depuis la pandémie notamment, qu'elles détiennent aujourd'hui plus de 700 milliards d'euros de dette italienne. Donc voilà, c'est quand même colossal. À plus de 3% pour le 10 ans italien, est-ce qu'il y a déjà un risque pour la soutenabilité des finances publiques italiennes aujourd'hui, Juliette ? Alors, pour la soutenabilité, non, il ne nous semble pas sur ces niveaux-là que ça soit le cas, mais quand on regarde les projections, quand on fait des simulations d'évolution de la dette italienne, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un élément central, c'est vraiment la croissance du PIB nominal. Et donc là aussi, il y a un risque si l'inflation, si la croissance ralentit trop pour l'Italie. Donc à la fois côté taux d'intérêt et côté croissance, c'est deux éléments de fragilité, mais il n'y a pas sur ces niveaux-là on va dire de risque à court terme. Ouais, on est sur un spread Italie-Allemagne légèrement supérieur à 200 points de base ce matin au moment où on se parle. Merci beaucoup Juliette. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management.
venons-en à la partie américaine, avec une réunion de la Fed. Alors, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. On aura entre-temps un nouveau rapport sur l'inflation aux États-Unis. Donc, la macroéconomie américaine reste un sujet également pour les investisseurs cette semaine. Éric Lafrenière est avec nous en plateau, gérant Actions américaines chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue, Éric. Bonjour, Grégoire. Oui, effectivement, la macro reste quand même le driver des marchés, ou en tout cas du sentiment de marché, et c'est un sentiment qui est très variable. Je me souviens que mi-mai, autour du 20 mai, on notait beaucoup d'inquiétudes sur la partie croissance. Quand on regardait la tête du marché américain, les taux longs se détendaient fortement, retombaient à 2,75 sur le 10 ans américain. Et puis on a vu quelques chiffres, le rapport mensuel sur l'emploi vendredi, et puis l'idée d'une inflation qui n'est pas encore abattu, loin de là. On verra d'ailleurs ce qu'il en est pour le mois de mai avec la marque d'inflation qui sera publiée ce vendredi. Comment vous regardez l'histoire macro à ce stade pour les États-Unis, Éric ? Oui, les marchés sont globalement quand même assez compliqués. Si on regarde le S&P sur le mois de mai, a fini pratiquement flat, mais on a eu, je crois, jusqu'à presque 7% de baisse, je crois 6,6% de baisse au point bas. Donc quand on regarde que les données mensuelles, on se dit, bon, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on a eu des marchés qui ont été très volatiles. On a eu beaucoup de séances avec des mouvements intraday de 2-3%. Beaucoup d'inquiétudes, comme vous l'avez indiqué, sur la croissance, avec les taux qui avaient rebaissé. Aujourd'hui, les taux 10 ans sont revenus à 3%. Donc le marché est très indécis. On a eu un CPE qui est l'indicateur que regarde en premier la Fed sur l'inflation, qui était plutôt satisfaisant, qui a semblé montrer une certaine stabilisation, notamment sur la partie corps, donc qui était intéressant à regarder. Aujourd'hui, on a donc pour vendredi le CPI, et on a eu la semaine dernière donc le rapport sur l'emploi, qui avait des éléments positifs et des éléments négatifs. Il y en a eu pour tout le monde. Oui, il y en a eu pour tout le monde. Le marché a été très hésitant. D'ailleurs, on l'a vu en séance avant de choisir une direction plutôt à la baisse. On a eu moins de création d'emplois, que ce soit dans le secteur privé ou dans le non-farm, moins que le mois précédent, donc ce qui est plutôt un élément positif. Par contre, plus que ce qui était attendu, ce qui est un élément négatif. Quand on regarde la progression des salaires, des rémunérations sur un an glissant, on était légèrement en dessous. Donc un autre élément plutôt positif. Donc je pense que le CPI de cette semaine va être particulièrement attendu et regardé. Et on risque d'avoir beaucoup de volatilité jusqu'à ce chiffre cette semaine, ça c'est clair. Et en fonction du scénario, un mouvement dans un sens ou dans l'autre, mais assez important. C'est-à-dire que c'est terrible parce qu'on en vient, du point de vue des marchés, je le précise toujours, mais on en vient à se dire, si les données économiques américaines sont trop bonnes encore, ça fait peser un risque de marché toujours sur les valorisations, avec une Fed qui finalement a un feu vert pour continuer de normaliser à marche rapide. On aimerait voir des données économiques américaines alors qui se détériorent, ou en tout cas qui refroidissent plus que ce qu'on observe aujourd'hui, Eric. Tout à fait, on aimerait voir en fait les effets des deux premières hausses des taux. On a eu 0,50 et 0,25 déjà actés par la Fed. La hausse de juin est actée également, celle de juillet aussi probablement, où les débats commencent à être ouverts, c'est autour de celle de septembre. Est-ce qu'on aura 0,50, 0,25, est-ce qu'il y aura une pause ou pas? Et tout ça va dépendre, bien entendu, de l'évolution de l'inflation d'ici là, et c'est un élément qui sera hyper important, et il faut une dégradation, en tout cas un refroidissement de l'économie qui accompagne aussi cette baisse de l'inflation. Nous, notre avis, c'est que quand on regarde un petit peu l'évolution de l'emploi, et qu'on regarde la courbe de Phillips, on semble être vraiment positionné dans le haut de cette fameuse courbe, et que les choses devraient commencer à se détendre. Le taux de chômage est à 3,6%, c'est le troisième mois consécutif où le taux ne baisse plus. Donc c'est plutôt un élément qui est quelque part rassurant. À côté de ça, la macro est un peu moins bonne, mais reste quand même bonne. Donc on voit que le consommateur reste plutôt aussi... N'a pas capitulé encore. Non, pas encore. Et que voilà, la Fed a une mission difficile. Elle essaie de beaucoup communiquer en amont. Donc je pense que le marché l'a écouté. On le voit dans les anticipations de hausse des taux. Donc au-delà des deux hausses qu'on a pu avoir jusqu'ici, il y a aussi le discours qui est quand même assez dur. Réduire l'inflation à tout prix. Donc je pense que le marché commence à intégrer. Le CPI de vendredi devrait nous en donner une aperçu
dessus et donner la suite de la direction au marché, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer un soutien pour la Réserve fédérale américaine dans la lutte contre l'inflation, sachant qu'une partie de l'inflation est générée par des problèmes d'offres, d'approvisionnement, de matières premières notamment. On voit quand même pas mal d'agitation autour de la question pétrolière. Donc il y a l'embargo européen sur le pétrole et les produits pétroliers russes, graduel jusqu'à la fin d'année. On voit également des mouvements stratégiques côté américain. Les réserves stratégiques ont été libérées et utilisées cette année. Toujours l'idée d'un deal politique, pourquoi pas avec l'Iran. Et puis on voit bien que les intérêts américains sont en train de revenir aussi vers des pays producteurs comme l'Arabie Saoudite. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs questions. Donc on le voit déjà avec le Venezuela, qui va être autorisé à exporter du pétrole en Europe, donc qui va compenser une partie de l'embargo russe. On voit avec M. Biden qui a quelque part, je pense que c'est un peu en relation avec la dernière réunion de l'OPEP où l'Arabie Saoudite s'est engagée à augmenter un peu plus sa production, donc il y a une espèce de jeu d'ouverture entre les deux parties. Donc M. Biden qui est prêt à rencontrer MBS dans les mois à venir, encore que bon, on sait que c'est très critiqué par rapport aux incidents qu'on a pu avoir avec le journaliste l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Oui, voilà. Donc tout à fait. Donc aux États-Unis, c'est sensible. Qui avait fait aussi dire à Joe Biden que l'Arabie Saoudite était devenue un État paria. Hein. C'est comme ça qu'il avait présenté les choses. Exactement. Et là, on voit que les choses sont aussi un peu en train de se détendre de ce côté-là, parce que quelque part, il faut trouver des solutions pour compenser ce pétrole russe. Donc, on le voit, même si l'Inde, elle, de son côté, continue d'acheter massivement du pétrole décoté quelque part, et que la Chine aussi, je crois, a constitué une partie de ses stocks. Donc, ça sera intéressant de voir comment ces choses-là évoluent, mais devrait apporter un certain plafond, en tout cas sur l'évolution des cours du pétrole, je pense, dans les mois à venir. C'est ça. Le mieux, c'est d'apporter un plafond au prix du pétrole, qui reste élevé. Hein. On tourne toujours autour de $120 le baril de Brent. Hein. Certains le voient à 140, Goldman Sachs en l'occurrence pour le troisième trimestre. Non, mais bon, ils peuvent se tromper. Mais l'idée évidemment, mais c'est vrai que... L'idée est comme pour l'inflation. Il faut d'abord stabiliser les choses avant de commencer à inverser. Et c'est plutôt le scénario que nous on semble voir. Bon. L'autre facteur d'analyse pour les investisseurs boursiers, notamment, Eric, ce sont les résultats d'entreprise. Et c'est vrai qu'à l'issue du premier trimestre, on avait quand même l'idée, la big picture, la grande photo, que les marges et les profits des entreprises américaines avaient très bien tenu, ont très bien tenu jusqu'à présent. Il y a eu quand même quelques warnings qui ont affecté le sentiment de marché il y a quelques semaines de ça. Walmart, Target dans la grande distribution, Snap dans la publicité en ligne. Et puis on voit des petits ajustements, alors qui ne sont pas non plus des warnings structurels, mais Microsoft qui alerte sur les effets de change. Et puis on voit des déclarations de grands groupes de tech au sujet des embauches, qui sont assez nouveaux quand même dans le paysage, que Amazon dise ça y est, on est correctement staffé, on n'a plus besoin d'embaucher, ou que Tesla dise on envisage de baisser de 10% nos effectifs. C'est très nouveau, on n'a jamais entendu ça ces dernières années. Oui, mais il faut regarder les choses individuellement. Si on regarde le cas de Target, qui a quand même agité pas mal l'activité retail, c'était une des premières à publier dans les grandes. Le problème, il n'est pas nécessairement lié à la macro, en tout cas pas directement lié à la macro. Il y avait deux événements, ils se sont retrouvés avec des stocks très importants sur des produits qui n'étaient pas ceux que recherchait le consommateur. Donc, qui ne correspondaient pas à la demande du moment. Exactement. Donc des produits, en plus, ils l'expliquent très bien, très clairement dans leur call, des produits assez volumineux et qui prenaient de la place dans les magasins. Et pour ne pas ruiner l'expérience client ou consommateur, ils ont voulu tout de suite les vendre à rabais pour pouvoir aménager et faire de la place pour du nouveau matériel. Donc il y a eu une erreur dans la gestion des stocks. Et deuxièmement, ils se sont aussi retrouvés dans un marché de fret très volatile, à devoir payer le fret au prix spot. Et ils avaient déjà des anticipations de coûts de fret élevés, mais ils ont rajouté $1 milliard supplémentaires sur ces coûts de fret. Donc là, il y a des problèmes de quelque part un peu de gestion. Et le management a été très clair et l'a assumé. Et ils ont même dit que c'était une gestion qui n'était pas nécessairement très acceptable et qu'ils allaient tout faire pour
remettre Target sur les rails. Donc là, on le voit, c'est vraiment des éléments très, très spécifiques. Il n'y a pas de lecture macro, vous ne faites pas de lecture macro sur Target, pas spécifiquement. Ouais, on peut s'interroger effectivement sur le fret, parce que la demande de fret avec la réouverture, les approvisionnements, bien entendu, il y a des moments où c'est plus tendu que d'autres, et sur le comportement du consommateur. Mais le comportement du consommateur, il est plus lié, je pense, à la réouverture de l'économie et des changements de besoins de consommation. Où à une période, on a beaucoup investi sur peut-être de l'électronique, notamment des téléviseurs et autres, et que maintenant, les gens sont peut-être plus rués sur des barbecues, des choses comme ça, pour pouvoir profiter de l'extérieur et profiter de la réouverture. Donc, c'est des changements de comportement. Donc, sur Target, d'ailleurs, nous, on en a dans le fond et on a plutôt profité pour renforcer légèrement, même si le management a été clair que les impacts des réductions sur des prix de vente allaient avoir un impact sur le Q2. Après, sur Microsoft, là aussi, c'est pas nécessairement lié à la demande, c'est lié à des effets de change, donc des effets qui sont acceptables. Et d'ailleurs, le jour de l'annonce, le titre a plutôt bien réagi. La demande sur le cloud reste au rendez-vous. Non, mais ça soulève la question du change, avec un dollar qui n'a jamais été aussi fort face à l'ensemble des grandes devises du G7 au moins. Oui. Nous, sur le dollar, au sein de Richelieu Gestion, on était plutôt une vue positive du dollar. Et là, tout début juin, sur notre dernier point mensuel, on est revenu sur un positionnement neutre sur le dollar. Donc, on pense qu'on est dans une fourchette plus restreinte. Et que ça peut s'arrêter de monter. Ou en tout cas, le risque de hausse est moins important que peut-être le risque de correction. On voit que la BCE, on en parlait tout à l'heure, va devoir commencer à agir sur les taux et que voilà, beaucoup de choses sont déjà pricées probablement dans le parcours du dollar. Et sur le fait que des sociétés comme Tesla, quand même sur des segments normalement très porteurs, alors c'est pas la production qui est en cause, mais commence à dire on va peut-être non seulement arrêter d'embaucher, mais réduire un peu les effectifs, en tout cas le temps de travail des effectifs. Faut regarder aussi le rythme d'évolution, de production, de croissance du nombre de véhicules livrés qu'a connu Tesla dans les derniers trimestres. Donc c'est une accélération assez forte, donc c'est sans doute des réajustements. Et si je ne me trompe pas, je n'ai pas Tesla en portefeuille, donc je la suis de plus loin, mais j'ai cru comprendre qu'au niveau du siège et donc la partie développement, il n'y aurait pas nécessairement de ralentissement d'embauche de ce côté-là. Et si on regarde Amazon, Amazon a été assez clair aussi qu'en fait, ils se sont retrouvés un peu avec l'effet Covid, avec des espaces en entrepôt trop importants. Et ils sont en train de regarder pour sous-louer et de résilier un certain nombre de ces bails qu'ils avaient mis en place. Donc peut-être sur certains acteurs qui peuvent être plus ça peut peser. Oui, sur certains acteurs qui gèrent notamment ces entrepôts peuvent peser, mais on voit que Amazon est tout de suite en train de prendre les bonnes actions pour essayer de limiter et d'ajuster un peu plus l'activité. En termes tactiques ou stratégiques d'investissement, Eric, il fallait reprendre du risque là ces dernières semaines. C'est ce que vous avez fait en tout cas. Écoutez, nous chez Richelieu, on sort un point mensuel où on explique notre allocation d'actifs sur que ce soit la classe à actions, obligataires, devises et ensuite les thématiques qu'on aime mettre en avant. Sur le point qu'on vient de sortir pour le mois de juin, nous sommes repassés sur un niveau de risque action 4/4. Donc nous avons augmenté notre niveau de risque. Nous aimons aussi la partie obligataire dans la partie high yield. Et en termes de zone géographique, pour le moment, nous sommes depuis un certain nombre de mois surpondérés sur la partie américaine et nous sommes passés neutres, de sous-pondérés à neutres sur la partie européenne. C'est une position tactique ou c'est l'idée que quelque chose de plus constructif est en train de se développer peut-être pour un peu de temps? Donc sur la partie américaine, nous on est plutôt à ce stade dans le camp que la Fed va réussir son pari de soft landing. C'est un peu le scénario qu'on a pour le moment et que quand on voit le niveau de marché aujourd'hui, les niveaux de valo, on en parlait tout à l'heure, avec un S&P qui est revenu autour des 16, un peu plus de 16 fois, et c'est les niveaux qu'on connaissait en 2011, que la Fed réussira son pari et que sur ces niveaux de marché, il y a des choses intéressantes à faire en termes de thématiques aussi. Donc, on a préféré remettre un peu de risque. Le risque, il est plus à la hausse qu'à la baisse à ce stade. Très clair. Pareil du soft landing de la Réserve fédérale américaine. Bon, on suivra ça. La réunion de la semaine, c'est celle de la Banque centrale européenne et la Fed se réunit la semaine prochaine. Tout a été bien téléguidé de ce point de vue-là. Ce sera 50 points de base, quasi sans aucun doute, sauf changement majeur d'ici là. Et puis la réunion de juillet verra aussi une hausse de 50 points de base du côté de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, Eric. Eric Lafrenière qui était avec nous en plateau, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.